Alors Instagram est à la mode, mais son histoire l'est moins. Et c'est ce que j'ai voulu découvrir. Mais alors, quelle découverte et quelle belle surprise! Au-delà du prix payé par Facebook de 1 milliard de dollars, Instagram c'est avant tout l'opposition entre deux mondes, celui de Facebook et celui d'Instagram, l'opposition entre deux leaders, Mark Zuckerberg et Kevin Systrom. Dans ce premier épisode, je vous emmène sur le chemin qui a amené Instagram sur une croissance totalement folle avant d'être racheté à la surprise générale par Facebook au bout d'1 an d'existence. Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Brohat, je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et c'est toute une histoire. « 3 avril 2012. Il est 8h du matin. L'atmosphère est pesante dans les locaux d'Instagram. Kevin Systrom et Mark Krieger, les deux cofondateurs de l'application, ont contacté leurs 13 salariés la veille en leur donnant rendez-vous ce matin à la première heure. Aucun des membres de l'équipe ne connaît la raison de cette réunion prévue la veille pour le lendemain. Il faut le dire, personne ne fait ça dans la Silicon Valley. Une réunion surprise à 8h du matin ne peut qu'annoncer une mauvaise nouvelle. Pourtant, le lancement de l'application sur Android la semaine précédente a été un succès. Mais c'est avec inquiétude que les salariés attendent le verdict. Chacun a sa théorie en tête. Certains pensent que l'entreprise vient d'être victime d'un piratage massif, ou peut-être pire, qu'ils sont au bord de la faillite. Systrom entame alors la réunion en expliquant qu'il a eu plusieurs conversations au sujet d'une acquisition potentielle. Les salariés relâchent alors un peu la pression. Il ne doit pas s'agir d'une si mauvaise nouvelle après tout. Seulement voilà, il continue en expliquant qu'il a parlé à Mark Zuckerberg. Oui, il a accepté l'offre de Facebook. Ils ont bien entendu, Facebook rachète Instagram pour 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Dans la pièce, c'est un mélange de surprise, de stupeur et de tristesse pour l'équipe. Tout le monde, mais pas Facebook, se disent-ils. 1 milliard de dollars, c'est quand même du jamais vu pour une application mobile, surtout au bout d'1 an. Ce qu'ils redoutent le plus, c'est que tout ce que Facebook, en les rachetant, démembre totalement Instagram. Et il faut le dire, Facebook est coutumier du fait. Racheter une entreprise pour ne garder que la technologie et se débarrasser de la marque et du produit. Que va donc devenir Instagram, l'application pleine d'avenir, qu'ils développent ensemble depuis de longs mois? La peur que le rouleau compresseur mené par Mark Zuckerberg ne détruise l'âme du projet est à ce moment-là la grande inquiétude de l'équipe. Les salariés se demandent sérieusement ce qu'ils vont devenir. Instagram came out of one, wanting to be my own boss. I was like, you know what? I want to work for myself. I want to work on ideas. I really hope I'm going to make money. Instagram, a company with only 13 employees, bought today by Facebook for $1 billion. Ce rachat est une sacrée surprise pour tout le monde. Tout cela est d'autant plus inattendu qu'Instagram vient de faire une levée de fonds de 50 millions de dollars avec ses actionnaires historiques. Au-delà de la levée de fonds, Instagram est sur une courbe exponentielle et Twitter d'ailleurs vient de faire une offre de rachat d'1 demi-milliard de dollars, refusée par Systrom. En avril 2012, Instagram compte alors 80 millions d'utilisateurs. Jusqu'ici, Systrom, plein d'ambition et d'audace, a réussi à garder le cap malgré l'hypercroissance et les propositions. Il veut vraiment préserver l'essence du projet Instagram, un projet tourné vers les utilisateurs et leurs attentes. Après cette annonce surprise, Systrom calme le jeu, en expliquant à son équipe qu'Instagram va garder son indépendance. 30 minutes après la réunion, la nouvelle est rendue publique. C'est un déferlement de surprises dans le monde entier. 1 an d'existence, 13 salariés, 1 milliard de dollars. On n'avait jamais vu ça. Tout commence donc en 2005. Kevin Systrom, alors âgé de 22 ans, est encore étudiant,
à l'université de Stanford. C'est un jeune très doué et très humble. On l'appelle d'ailleurs le gentil et même le bienveillant. C'est assez rare, faut bien le dire, pour un fondateur de la tech. Non, je ne parle pas de Zuckerberg, évidemment. Il cumule d'ailleurs de nombreuses passions, dont la photographie et la musique, étant DJ à ses heures perdues. Systrom dispose déjà d'un certain nombre de connexions dans la vallée. Faut dire que quand on est à Stanford, ça aide grandement. Et malgré le fait qu'il se soit spécialisé en finance et en économie, il crée déjà des programmes informatiques et des sites internet sur son temps libre. C'est d'ailleurs un de ses premiers, dans sa génération, à être très attaché à l'esthétique de la structure du code. D'ailleurs, les sujets d'esthétique, vous allez voir, Instagram, c'est un vrai sujet chez eux. À l'époque, toujours à Stanford, The Facebook existe depuis plus d'1 an. Et Mark Zuckerberg, le fondateur de la plateforme, s'intéresse déjà au profil très prometteur de Systrom. Zuck, comme on le prénomme alors pour les intimes, propose alors à Systrom de le rejoindre pour bosser sur un projet d'ajout de photos pour The Facebook. Mais il décline l'offre, son mentor lui ayant conseillé d'ignorer ce projet en l'air qui ne mènera nulle part. Voilà, un mentor qui est très visionnaire. Il part alors étudier en Italie, à Florence, plus exactement, où il se passionne pour l'artisanat italien. Un peu plus d'1 an plus tard, de retour dans la Silicon Valley en 2006, il crée alors le prototype d'une application mobile qu'il nomme Bourbon, en référence au whisky bourbon qu'il apprécie particulièrement. La plateforme permet donc aux utilisateurs de faire des recherches sur des lieux de sortie, de préparer leur virée entre amis et de poster les photos de ces rendez-vous. Sans générer un immense succès, la plateforme fait son petit bout de chemin et Systrom participe notamment à des concours d'applications mobiles dans la Silicon Valley, des pitchs comme on peut en voir partout. Il attire alors ses premiers investisseurs. Et concurrencer des plateformes et des réseaux sociaux déjà existants, c'est pas simple. Mais par contre, en le faisant à partir d'une application mobile, c'est déjà la bonne idée du projet. Systrom obtient alors un investissement de $500 000, avec pour seule obligation de trouver un cofondateur. C'est une façon d'ailleurs pour ces investisseurs de s'assurer que le fondateur principal du projet, aussi talentueux qu'il soit, n'ira pas tout seul dans le mur et bénéficiera d'un deuxième avis sur toutes les décisions importantes qu'il doit prendre. D'ailleurs, ses premiers investisseurs sont Steve Anderson, qui est un peu moins connu, mais surtout Andreessen et Horowitz, le fameux fonds d'investissement de la vallée. C'est à ce moment-là que Mike Krieger, un jeune Brésilien, lui aussi issu de Stanford, et qui dispose d'une plus grosse expérience en ingénierie, fait son entrée en jeu. Pour Systrom, Krieger devient rapidement un choix de premier rang. Humainement, Krieger est quelqu'un de bienveillant, à l'écoute, qui est ambitieux, certes, quand on fait Stanford probablement, mais sans être avide de succès. Comme Systrom, il est attaché à travailler sur des produits centrés sur l'utilisateur et leurs besoins et non pas exclusivement tournés vers le profit. Et c'est vraiment ce que Systrom recherche. Trouver un fondateur avec les mêmes valeurs, la même vision et surtout, trouver un ami. Cette amitié entre les deux, vous allez voir, c'est vraiment le plus frappant dans les vidéos. Ce sera vraiment le ciment de tout Instagram. Alors le démarrage de la vie d'Instagram avec ce nouveau fondateur, Krieger, est compliqué. D'abord, elle est compliquée parce que Krieger a des problèmes de visa. Étant brésilien, il va se battre pendant de longs mois pour justifier le fait qu'il puisse rester aux États-Unis. Mais malgré tout, il travaille sur Bourbon, sans obtenir de succès, avec une toute petite centaine d'utilisateurs. Chaque dollar est pourtant économisé, mais se trouve rapidement dans une impasse. Alors il repart de zéro et observe le comportement de leurs utilisateurs et notamment la fonction photo qui semble plus leur plaire que tout le reste. Ils finissent alors par se mettre d'accord pour se concentrer uniquement sur la photo. Il se dit aussi qu'un jour, tout le monde jouera les photographes avec leur téléphone portable et publiera leurs photos en ligne. Même si, c'est vrai, cette idée n'est pas nouvelle. Il existe à l'époque, en 2010 en l'occurrence, déjà des dizaines de sites de partage de photos. I believe that you two may have inspired more photography than any two humans in the history of the world. We never set out to change photography. To us, the idea of posting a photo was simply the best medium to transmit a message. Alors je vous l'accorde, cette phrase de Systrom qu'on vient d'entendre est clairement storytellée. Mais vous l'avez compris, l'idée est là.
Pour le moment, les appareils photo de smartphone de toute façon ne sont pas de bonne qualité et la vitesse pour uploader les photos est encore trop lente. Eh ben tant pis, Systrom et Krieger foncent sur cette idée. Et pour rendre la vie encore plus simple à tous ces futurs apprentis photographes, il va falloir ajouter des fonctionnalités qui simplifient le processus de création de ces photos et qui rendent ces futurs photographes une sorte de photographe professionnel. Et c'est la simplicité que vont choisir nos deux cofondateurs qui est au cœur de ce qu'ils font en permanence. Et d'ailleurs, cette simplicité, on la retrouve dans les valeurs d'Instagram que vous verrez dans l'épisode 2. Néanmoins, cette idée de fonctionnalité va notamment émerger lors d'un voyage de Systrom au Mexique avec sa petite amie Nicole Schutz, qui deviendra d'ailleurs sa femme. Cette dernière lui suggère fortement, lors de son voyage, qu'il devrait vraiment ajouter des filtres aux photos avant de les publier. Et ce sont ces fameux filtres qui permettent aux utilisateurs de passer du statut de photographe du dimanche à celui d'artiste accompli en quelques clics. Et donc l'idée de Nicole Schutz fera vraiment la différence, notamment lorsque Systrom la met en place rapidement. Enfin, pour prendre un nouveau départ, l'application doit changer de nom. C'est à ce moment-là qu'en 2010, Bourbon, donc le nom de l'alcool, se transforme en Instagram. C'est donc un mélange entre Instant et Telegram. Le lancement de l'application sur l'Apple Store fait sensation. 100 000 utilisateurs adoptent Instagram en une semaine. 2 millions en 6 semaines. Le timing du lancement est parfait. Les propriétaires de smartphones et d'iPhone en 2010 ont vraiment un appareil photo. Ils ne savent pas encore vraiment quoi en faire et comment l'utiliser. Une des croissances les plus folles jamais vues dans la vallée va alors démarrer. En l'espace d'un an et demi, Instagram acquiert, écoutez bien, 80 millions d'abonnés. Avec ce succès, ce n'est plus seulement les investisseurs, mais de plus gros poissons qui pointent déjà à l'horizon. $1 milliard pour Instagram. C'est donc l'offre faramineuse que Systrom et Krieger ont acceptée. Zuckerberg, le fondateur de Facebook, est obnubilé par les potentiels concurrents depuis longtemps. Et sa stratégie est simple. On achète ou on copie. Instagram sera donc acheté pour un montant qui va changer la vie des deux fondateurs. Systrom et Krieger empochent respectivement 400 et 100 millions de dollars chacun. Alors évidemment, on est un peu loin des 1 milliard, mais il y a eu un peu de perte entre les deux. Lorsque Zuckerberg apprend qu'Instagram fait une levée de fonds de 50 millions de dollars, il comprend que l'application a un gros avenir, surtout avec une croissance de 0 à 80 millions d'utilisateurs en presque un an. Qui plus est, sur un segment de marché sur lequel Facebook est clairement pas bon, les applications mobiles. Avec une telle somme d'argent, il sait qu'Instagram peut devenir à tout moment un concurrent et qu'il faut agir vite. Zuck propose aussitôt 1 milliard de dollars et Systrom est séduit par l'offre. Zuckerberg lui promet, surtout, de garder son indépendance et de ne pas toucher à la marque. Vous allez le voir, ça c'est très important comme élément. Et Instagram, selon Zuck, restera un produit à part entière et ne tombera jamais dans l'ombre de Facebook. C'est bien ce qu'il explique à la presse d'ailleurs en 2012. Around Instagram is we think Instagram is amazing and we want to help it grow to hundreds of millions of users. We want to help them out with whatever we can, but we have no agenda in terms of making them go into our infrastructure or something. And a lot of times companies force companies that they're integrating to do stuff like that. I think it's primarily a waste of time. We're not going to do that. Après l'achat, l'accueil préparé par Zuckerberg à toute l'équipe d'Instagram se veut rassurant. Pourtant, les salariés, eux, ne touchent pas grand-chose du pactole. En acceptant un poste chez Facebook, ils renoncent à exercer leurs options sur Instagram. Ils n'ont le droit que d'empocher des actions de Facebook, et ce, après au moins 1 an d'ancienneté suite au rachat. La pilule est amère. Mais la pilule est d'autant plus amère que leurs conditions de travail ne vont pas changer pendant 5 mois. Des heures impossibles, des pannes de serveurs, des messages des utilisateurs incessants, parce que quand on a 100 millions d'utilisateurs et qu'on est 10, forcément ça commence à craquer de partout. Car tant que le rachat n'a pas été validé par les autorités de la concurrence, rien ne peut se passer. Facebook ne peut pas leur apporter leur aide. Les 13 salariés sont poussés à bout pendant cette période. Malgré des suspicions de monopole, finalement, les autorités américaines et européennes finissent par valider et accepter l'achat. En 2020, les autorités ont décidé de revenir sur cet accord, car clairement, elles ont sous-estimé les impacts. Chris Hughes, l'un des cofondateurs de Facebook, déclare lui-même en 2019 au New York Times «
Le pouvoir de marque est sans précédent et contraire à l'esprit américain. Pourtant, Zuckerberg a les mains libres. L'achat le plus rentable de l'histoire économique a bien été validé. Il peut désormais regarder sa pépite grandir. Merci d'avoir écouté l'apprenti et je vous le redis, car ce podcast, ce sont des heures de travail et votre écoute est très précieuse pour moi. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode.